Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, clôture du dialogue politique sur une note positive entre l'Union européenne et la République du Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, la France fermera ses bases au Mali dès le second semestre 2021. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. C'était hier que s'est clôturé le dialogue politique entre la République du Djibouti et l'Union européenne. Dans un contexte exceptionnel de la crise sanitaire actuelle, l'action de riposte du gouvernement djiboutien face à la Covid-19, incluant les mesures d'urgence et les plans de relance économique post-Covid, a été au centre de discussion. Ces discussions sont inscrites dans une dynamique qui a eu pour objectif à consolider la relation entre la République du Djibouti et l'Union européenne à travers cette concertation franche et équilibrée sur des sujets d'intérêt commun. En d'autres termes, les deux parties ont souligné l'importance de ce dialogue politique pour le renforcement d'un partenariat, mais aussi l'opportunité de faciliter la définition des priorités et de principes communs, et par-dessus tout, le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Djibouti et l'Union européenne. Eh bien, la ministre déléguée de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou, a rappelé que la République du Djibouti dispose aujourd'hui des opportunités pour lancer sa transformation numérique. Écoutons-la. Que plus de 90% des flux numériques mondiaux passent par les câbles sous-marins. Et Djibouti dispose de cet avantage comparatif et de cette opportunité. Et en fouillant un peu les statistiques, j'ai pu voir aussi que Djibouti est placé à 4e niveau avant certains grands pays en termes de taux de pénétration. On est à un taux de 58% et la moyenne africaine est de 40%. Vous voyez qu'on a des opportunités. Et la création de ces départements va permettre un peu de mieux exploiter et d'optimiser un peu ces câbles sous-marins et surtout ne pas oublier la gouvernance et la transparence. On sait que la digitalisation de l'administration a présent des opportunités. C'est un outil de gouvernance, c'est un outil de transparence et surtout de facilitation. Et comme le ministre des Finances l'a indiqué, on a un taux de chômage très élevé et c'est une opportunité aussi pour les jeunes de créer des activités, des entreprises dans les métiers du numérique. L'ambassadeur a posé une question sur l'ambition de la transition numérique. On va commencer ce mois un état des lieux pour avoir une cartographie sur le secteur du numérique et la valeur ajoutée de ces secteurs dans le pays. Et puis, une fois qu'on ait une photographie, on va commencer à préparer un schéma directeur sur une décennie. Peut-être on va l'intituler Djibouti Digital 2030 ou 2035, pour être cohérent avec notre vision. Et des objectifs comme la préparation d'un écosystème. Et je disais tout à l'heure à l'ambassadeur de l'Allemagne, nous ne visons pas les marchés djiboutiens. Et déjà, on est présent sur le marché régional pour profiter de cette population du Coméza. On est à 380 millions d'habitants et nos câbles et nos opportunités, nos infrastructures vont nous permettre de tirer profit. Et mon département va essayer de préparer cet environnement au niveau national, surtout la compétitivité nationale, et puis aller chercher des marchés et présenter et utiliser ces opportunités pour avoir plus de ressources. Eh bien, le ministre de la Santé, quant à lui, a évoqué que Djibouti, comme n'importe quel pays au monde, a été frappé de plein fouet par la pandémie du Covid-19, changeant ainsi le quotidien de chaque Djiboutien. Plus loin, le ministre a ajouté qu'une stratégie du gouvernement n'a pas tardé. L'épidémie du Covid nous a montré ô combien nos systèmes étaient vulnérables. Mais d'un autre côté, c'est une bonne chose, je pense. Le Covid nous a montré beaucoup de choses. Et je pense que nous allons travailler sur ces vulnérabilités, nous allons travailler sur ces défis-là, et ça nous permettra vraiment de renforcer notre système de santé, d'engager des réformes de la secteur de la santé. Ça nous a permis également, ça
en tout cas mis en lumière les solidarités, la solidarité gouvernementale, la solidarité également de la population entre elles. Et en tout cas, ça nous a montré un certain nombre des avantages de la société djiboutienne. Donc il n'y a pas que de côté négatif, mais en tout cas l'épidémie de Covid a par sa nature vraiment changé l'environnement socio-économique, mais aussi la façon de travailler de mon département. Alors comme vous le savez, dès que l'épidémie a émergé ici, comme je l'ai dit tantôt, nous avons réagi assez rapidement. Vous savez, la plupart des cas que nous avons enregistrés sont des cas importés. Mon collègue de l'économie disait tout à l'heure que nous sommes un pays ouvert. Il y a une certaine intégration régionale. À peu près par jour, il y a 3000 camionneurs qui rentrent à Djibouti de la part de l'Éthiopie. Donc, l'essentiel des cas dépistés dans mon pays, ce sont des cas importés. Donc, nous avons réagi assez rapidement et, en tout cas, essayer de gérer les postes frontaliers, les portes d'entrée, l'aéroport. Mais également, nous avons mis en place des zones d'isolement, de quarantaine au niveau donc, de la capitale, mais aussi au niveau des régions sanitaires. Il y a également la vaccination. Djibouti a été le deuxième pays arabe et le troisième pays africain à lancer la vaccination anti-Covid il y a maintenant 6 mois. Et quant au ministre des Finances, il a dressé un tableau de l'impact du Covid-19 sur l'économie djiboutienne. Écoutons-le. Comme vous le savez tous, Djibouti a connu une période très longue et de façon continue, une croissance économique qui a été donc favorable et qui a permis de multiplier le PIB nominal environ par 7 en moins de 20 ans. La production nationale brute. Pour le PIB, en termes de pourcentage de la croissance réelle, en 2019, durant la post-pré-Covid, nous étions à 7,5% de prévisions, avec une réalisation de l'année N-1, c'est-à-dire en 2018, avec une croissance de l'ordre de 8,2%, qui est plutôt le chiffre définitif. Donc, entre-temps, la crise du Covid est venue. Les projections et nos estimations donnent une croissance toujours positive de l'ordre de 0,6%. Donc, une baisse très conséquente. Les conséquences du Covid sur le plan macroéconomique est également marquée par cette inflation qui a un peu augmenté sur l'année 2020. Généralement, l'inflation est maîtrisée à Djibouti en raison de notre politique monétaire qui est donc le currency board, basé sur le dollar et inchangé depuis 1949. Pour 2020, l'inflation constatée était de l'ordre de 3,5%. Pendant ce temps où le PIB par tête d'habitant a également baissé légèrement, en raison toujours donc des conséquences négatives du Covid, de l'ordre de 3 200 $ par tête. Pour ce qui est de recettes fiscales sur l'année 2020, nous sommes restés assez constants,
mais une baisse très forte est constatée pour cette année, sachant que les revenus fiscaux de l'année passée sont donc calculés sur l'année passée, sont collectés cette année. Donc, vous pouvez imaginer combien de défis cela représente sur le plan budgétaire. Et nous l'observons également, quelques crises de trésorerie depuis le début de l'année, bien évidemment. En passant avec un chiffre d'un solde budgétaire de l'ordre de 1,8 pour l'année 2019 à un peu plus de moins 4,7 pour 2020 et de façon un peu plus marquée pour l'année 2021. Direction Ali Sebié, où dans le cadre de la tournée de prise de contact, le ministre de l'Intérieur, Cyril Noh, à la tête d'une forte délégation de son département, s'est rendu jeudi à Ali Sebié. Après un accueil des plus chaleureux avec une troupe d'honneur et le drapeau d'accueil par le préfet de la région Moussa Aden Migueli, en présence du vice-président du conseil régional d'Ali Sebié et le président par intérim du conseil régional, Cyril Geldon, et le colonel de l'armée Bias, le colonel Abdelwasser Ben Mohamed, le commandant de la police détachement de la région, le commandant Mahdi Omar Jama, la mission conduite par le ministre. La mission conduite par le ministre a reçu un accueil ardent et enthousiaste de la part de la population d'Assedjouk venue massivement devant la préfecture de la région. Ensuite, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec les autorités locales, les représentants des services déconcentrés de l'État, des organisations de la société civile, à la salle de réunion de la préfecture de la région d'Ali Sebié. Prenant la parole en premier, le préfet de la région a souhaité la bienvenue à Ali Sebié au nouveau ministre de l'Intérieur, M. Cyril Noh Hassan, et souhaite plein succès à son hôte dans sa mission, tout en rassurant sa meilleure collaboration. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, oui. Eh bien, par la suite, le ministre de l'Intérieur, Cyril Noh Hassan, s'est rendu à Galilée, à la frontière. La délégation a été chaleureusement accueillie par la population de Galilée, accompagnée par le préfet de la région, Moussa Adel Miguene, ainsi que le vice-président du conseil régional d'Ali Sebié et président par intérim du conseil régional, Cyril Geldon, le colonel de l'armée Bias, le colonel Abdelwasser Ben Mohamed, et le commandant de la police détachement de la région d'Ali Sebié, le commandant Mahdi Omar Jama. Le ministre a pu visiter les différents services de contrôle, à savoir le bureau d'immigration de poste de Galilée. Ainsi, le commandant Mahdi Omar Jama, chef de détachement de la police d'Ali Sebié, a expliqué au ministre de l'Intérieur le déroulement des activités de contrôle des flux des voyageurs, ainsi que l'exécution des directives nationales et le respect strict des conditions d'entrée et de sortie. Eh bien, par sa visite à Galilée, le ministre de l'Intérieur, Cyril Noh Hassan, a eu une rencontre avec la population locale, les associations des femmes à Assedjouk, les locales de la région. Dans leur intervention, le préfet de la région d'Ali Sebié, Moussa Aden Miguel, le local et les associations des femmes de la ville d'Assedjouk ont souhaité la bienvenue à Ali Sebié à la délégation conduite par le nouveau ministre de l'Intérieur. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Cyril Noh Hassan, a remercié vivement la population d'Ali Sebié pour l'accueil réservé
Notons que la rencontre s'est déroulée dans le respect des gestes barrières et en présence du préfet de la région, du vice-président du conseil régional et président par intérim, Nur Sirid Geldon. Retour à Djibouti. Eh bien, parlant de retrouvailles, les tout premiers élèves du lycée de Balbala, bachelier de l'année 2003, se sont donné rendez-vous hier au Sunny Hill Center autour d'un déjeuner. Madame la maire de la ville de Djibouti, au Benjamin des députés, en passant par l'actuel proviseur de leur lycée, Madame Anab Hassan Beuh, et beaucoup d'autres de cette première génération du lycée de Balbala, pour la plupart au cadre de l'administration aujourd'hui, ont tenu à se retrouver toutes et tous à Arta hier à l'occasion de cette fin d'année scolaire qui a vu leur ancien établissement sacré meilleur résultat du baccalauréat pour la série scientifique avec pas moins d'une vingtaine de candidats admis avec mention. Très bien, parrainé par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. L'événement riche en émotions a regroupé, outre ces derniers, plusieurs personnalités, dont le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional d'Arta, Elmi Beuh, la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Osman, les parlementaires de la région d'Arta et plusieurs hauts responsables du MEFOP, dont le secrétaire général, Mohamed Abdallah Mayoubou. La rencontre avait pour objectif le lancement d'un projet patriotique et de solidarité agissante consistant pour les organisateurs de parrainer chacun et chacune un ou une élève du lycée issu des familles modestes. Donc, je vous remercie d'abord à toutes et à tous d'avoir pensé en nous et d'avoir eu cette belle et noble initiative de lancer cette cérémonie de retrouvailles. Il y a déjà 20 ans, et à l'époque, vous étiez tous et toutes des adolescents et des adolescentes. Aujourd'hui, vous êtes tous des parents d'élèves, n'est-ce pas? Donc, si je rappelle un petit peu, je vais retracer brièvement l'historique de la création du lycée de Balbala. C'était en 2000, c'était le moment où il y a eu les États généraux de l'éducation nationale. C'était l'initiative du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour sortir de l'école élitiste et ouvrir l'école à tout le monde. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a tenu à féliciter les doyens du lycée de Balbala pour cette initiative qu'il a qualifiée d'inédite et de portée symbolique très importante. Écoutons le ministre. Je suis très honoré, personnellement, je suis très honoré d'être présent à cet événement qui est en soi un événement inédit parce que c'est rare de voir des anciens camarades de classe prendre cette initiative, décider de se retrouver, mais pas juste pour le plaisir de se retrouver, mais de se retrouver pour être présent aux côtés de leurs frères et sœurs du lycée Ahmed Farah Ali. Vous pouvez servir de modèle à ces élèves vulnérables, décrocheurs, qui n'ont pas la motivation. Donc vous allez leur servir de source de motivation. Dans les détails du projet, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Nous allons essayer de chacun de donner un peu, d'apporter son plus pour la réussite de ce projet. Donc je vous souhaite, Inch'Allah, vraiment beaucoup de réussite. Et tous les ministères et bien sûr à vos côtés, n'hésitez pas pour que nous puissions réussir sur ce projet. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait avant beaucoup de discussions et bien arrêter les axes et les différents points, Inch'Allah. Je voulais également féliciter bien sûr la promotion 2021 des lauréats du baccalauréat, bien sûr général, du lycée Ahmed Farah Ali. Donc vous avez toutes mes félicitations. Ces jeunes filles et garçons ont eu bien sûr mention très bien en série S. Et ça a toujours été le cas, ça restera j'espère le cas pour les années à venir aussi. En général, les premiers élèves bien sûr sont issus de ce lycée et c'est tout à
à l'honneur de Madame la proviseure. Autre actualité nationale, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a reçu jeudi dans son cabinet l'ambassadeur de l'Inde accrédité à Djibouti, M. Ashok Kumar. La visite de courtoisie du diplomate de l'Inde s'inscrit dans le cadre de la prise de contact pour la continuité du travail déjà entamé et l'élargissement des voies et moyens de leurs partenariats respectifs. Les deux parties ont discuté de la coopération entre les deux pays et les projets phares du ministère, à savoir l'autonomisation de la femme, le renforcement des coopératives, l'innovation de la digitalisation, ainsi que le renforcement des centres d'autonomisation des femmes. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Delofa Ismaël Abdo, a reçu en visite de courtoisie Mme Fatouma El-Cher, représentant du programme des Nations Unies pour le développement. La représentante a présenté ses félicitations à la ministre suite à sa nomination au département des Affaires sociales, tout en assurant son étroite collaboration. Les discussions ont d'abord porté sur les programmes et actions entreprises ensemble, notamment l'étude concernant en premier l'indice sur la pauvreté multidimensionnelle à Djibouti, mais également les voies et moyens d'élargir les partenariats, entre autres. Projet visant à faire reculer, mieux connaître la pauvreté. Au cours de ces entrevues, la ministre a précisé que le PNUD étant un partenaire incontournable dans la lutte contre la pauvreté et que pour y répondre de manière adéquate, cette problématique, le gouvernement, à travers son département, a mis en place depuis 2016 une stratégie nationale de protection sociale, affirmant ainsi leur engagement commun devant être renforcé, mis en avant à travers des actions d'activités visant à autonomiser les populations. Direction Ali Sebié, où le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroum Ali, s'est rendu à Tadjoura dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les régions de l'intérieur. Accueilli chaleureusement la délégation ministérielle accompagnée par le président du conseil de gouvernement, M. Omar Hussein, et le préfet adjoint, M. Habib Djilani, s'est rendu au siège du conseil régional à la rencontre d'une instance composée d'élus de la région, des représentants des services concentrés de l'État, des organisations de la société civile. Ainsi, le ministre a rappelé que la décentralisation est une plateforme à laquelle le président de la République, son Excellence Ismaël Maguélé, attache une importance exceptionnelle. Et par ailleurs, le ministre a fait savoir que déjà son département était à pied d'œuvre concernant les activités prévues dans le plan d'action de l'année en cours, tout en proposant de revenir plus amplement sur ces actions. Eh bien, le ministre de la décentralisation a rappelé que la décentralisation est une réforme à laquelle le président de la République, M. Ismaël Maguélé, attache une importance exceptionnelle. On sait qu'elle est instrument de réduction de la pauvreté, du développement local. C'est pourquoi, dit-il, je suis résolu à réussir dans cette action. Dans cette optique, s'il importe de mettre en œuvre pour satisfaire les besoins criants de la population, il faudrait se remettre à l'évidence et à connaître que la décentralisation est une œuvre de longue haleine qui s'exécute étape par étape. C'est la raison pour laquelle je vais me limiter à évoquer ici un des points majeurs de la planification, a-t-il rappelé. Et dans l'actualité internationale, la France commencera à fermer ses bases dans le nord du Mali au second semestre de l'année 2021. Eh bien, dans le cadre de la réduction de sa présence militaire au Sahel, a déclaré vendredi le président français Emmanuel Macron en marge du sommet des pays du G5 Sahel. Emmanuel Macron a évoqué la pression exercée par les groupes terroristes dans les zones se situant à la frontière entre le Burkina Faso et la côte. Pour le président français, cette offensive présage malheureusement d'une pression renforcée sur l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, qui est d'ores et déjà une réalité. Désormais, la présence militaire française au Sahel s'articulera autour de deux missions, a-t-il détaillé. La neutralisation des organisations du haut commandement de deux organisations ennemies, à savoir Al-Qaïda et le groupe État islamique, ainsi que l'appui à monter en puissance des armées de la région. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.